à tous, je suis Martin Chauvel, fondateur de Hero, l'agence de recrutement qui accompagne les acteurs de la formation. Bienvenue dans Super Hero, le podcast qui met en lumière les super-héros de la formation. On accueille tous les 2 mois un super-héros du secteur de la formation. Et aujourd'hui, c'est au tour de Charles Lucas, qui est entrepreneur et coach business. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue dans Super Hero. Merci. Donc aujourd'hui, tu es business coach. Tu as eu plusieurs expériences dans le secteur de la formation. Tu as déjà commencé 10 ans dans le secteur commercial, et 3 ans surtout dans le secteur de la formation, qui est clairement aujourd'hui ce que le genre d'activité, le genre de poste sur lequel nous on travaille en tant qu'agence. Ensuite, tu as eu 4 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur dans la food tech, et 6 ans, tu as fait la bascule, 6 ans en école sur la partie accompagnement des étudiants à l'EM Lyon Rennes Business School, et puis enfin aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, coach business, et aussi ce qui est important depuis quelques années, coach en Kung Fu. Ce que je te propose pour ce podcast, c'est de partir sur ton parcours, sur les débuts, ce qui t'a amené finalement dans la formation, dans l'éducation, en tant que commercial. Voilà, comment tu y es arrivé déjà, et est-ce que ce que tu as découvert là-bas t'a ouvert le monde de la formation? Alors, comme je te l'avais dit, donc, avant la formation, j'avais déjà travaillé dans différents secteurs, et notamment j'ai fait du développement commercial. Alors d'abord à mon compte, c'était ma première expérience d'ailleurs déjà d'entrepreneuriat, de se mettre à son compte au niveau développement commercial. Et j'ai été engagé par une société qui s'appelle Place de la Formation, où j'ai travaillé sur le développement de comptes clés pendant plusieurs années. Donc j'étais vraiment entre les métiers du courtage de la formation, de l'allègement des charges administratives, et aussi toute la partie SaaS, donc solutions technologiques. Et donc c'est là vraiment que j'ai développé donc, une clientèle assez importante sur cette partie-là. Et donc de fil en aiguille, il y a eu l'entrepreneuriat, comme tu disais, avec la food tech, ça a duré aussi quelques années. Et le hasard a fait bien les choses, parce qu'un de mes partenaires était le directeur de l'EM Lyon à l'époque, et c'est lui qui m'a proposé, après l'aventure entrepreneuriale, de rejoindre l'école pour accompagner les étudiants. Donc là, ça grimpe, ça fait bientôt 8 ans même que j'accompagne les étudiants dans tout l'apprentissage, justement par l'expérience. Super, qui va être le fil conducteur de cet échange. Pour revenir rapidement du coup sur la partie vraiment commerciale, sur ton expérience à Place de la Formation. Tu as dit que tu étais indépendant à ce moment-là, tu es resté 3 ans. Comment ça s'est passé cette expérience au niveau est-ce que c'est un secteur dans lequel tu as eu des bons résultats assez rapidement? Comment tu t'es positionné par rapport à ce secteur-là sur cette expérience? Alors déjà, c'était c'était avant 2014, c'était avant la grande réforme de la formation. Donc à l'époque, on était il y avait des logiques de diff, de gestion, de plan de formation, et ce qui était intéressant en fait, c'est que il y avait aussi l'avènement des réseaux sociaux professionnels. LinkedIn a commencé à apparaître, donc c'était en 2010, un truc comme ça. Et donc j'ai commencé à travailler avec ces réseaux-là. À l'époque, on me regardait un peu bizarre. Et finalement, c'est vraiment grâce aux réseaux professionnels que j'ai commencé à avoir des contacts avec des grandes entreprises. Et malgré des cycles assez longs, parce que grande structure, 10 cycles de vente assez longs, on a vraiment réussi donc, à adresser, que ce soit dans le public et le privé, des solutions vraiment sur mesure dans un marché qui était très complexe. Donc ça m'a beaucoup motivé d'être dans la vente de solutions complexes dans un monde qui avait besoin drastiquement de solutions, que ce soit au niveau de ses achats ou de sa gestion. Pas des anecdotes du métier, je sais pas, avec un client ou des choses qui te reviennent comme ça en tête? Justement, il y avait un grand groupe automobile en fait qui s'était intéressé à la solution. Et ce qui est fou, c'est que ça s'est fait vraiment avec... j'envoie un message, c'était sur LinkedIn, en disant voilà, on fait ça. Et le lundi d'après, je l'ai rencontré, et c'était juste le directeur de la formation de tout le groupe.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment fait une solution sur mesure ensemble. À l'époque, j'étais encore un jeune cadre commercial et c'est la première fois que j'ai rencontré une directrice des achats. Et dans ma tête, j'avais préparé en me disant, bon, alors les acheteurs, ils sont redoutables, Charles, il faut que tu prévois le coup. Donc j'avais travaillé sur des Excel avec des projections de modèles économiques de coûts, sur quoi était le plus rentable, etc. Et j'avais eu la chance le directeur à l'époque de mon entreprise, le président avait dit, bah tiens, tu vas avoir un avocat d'affaires qui va t'aider pour négocier le contrat. Et on a passé de longs moments, de longues semaines, de renvois, d'annotations et tout. Et moi je dis, bon, bah faut que je trouve le bon angle qui va faire qu'ils vont être d'accord et qu'ils vont signer, etc. Et un jour, j'ai fait ce que tout bon commercial fait, c'est que j'ai écouté en profondeur mon client. Et en fait, mon client ne voulait pas une formation, il voulait que je vende des parcours de formation. Et quand j'ai compris ça a pris du temps, bah, on a signé immédiatement. C'était réglé. Ok. Et juste avec ce client ou avec tous les clients? Alors, bah non, parce que c'était avec ce client. C'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre qu'on est sur des sujets complexes et que chaque client a des besoins qui peuvent être communs, mais ça va s'orchestrer de manière très différente. Et le talent, dans ces cas-là, c'est d'arriver à proposer quelque chose qui soit faisable et cohérent pour eux. Et là, bah, je me suis dit, oulala, et ils ont pris la solution la plus chère. C'est ça qui est dingue, c'est qu'au final, ils n'ont pas pris la solution qui était la plus économique, la plus... Non, ils ont pris quelque chose qui rentrait dans les cases. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans les grandes organisations, il y a des normes, il y a des cadres très précis. Et il faut comprendre ça. Et donc là, j'avais réussi à identifier qu'il y avait un cadre. Et donc, dès que j'ai dit que je faisais ça, et ben, c'était bon. Donc, c'était une bonne leçon d'usage commercial. Et justement, si tu as quelques conseils, deux conseils à donner à un jeune commercial qui a envie de travailler dans le secteur de la formation, ce serait quoi? Bah, ce qui marche de mieux en mieux, je trouve, au niveau commercial, ça va être aussi d'avoir une approche consultative avec ses prospects. C'est-à-dire que de ne pas arriver directement en disant j'ai quelque chose à vous vendre, ce qui met tout de suite dans une position où là, on veut me vendre quelque chose, donc il va falloir que je décide si ça me correspond, mais plutôt de dire on développe un nouveau service, on développe un nouveau produit. Et comme acteur de ce marché, on aimerait avoir votre avis. Et c'est assez formidable parce que dans ces cas-là, la personne, vous la sollicitez pour avoir son avis, pas pour lui vendre quelque chose. Et cette personne-là va être ravie de vous donner un retour sur ce que vous faites, ce qui va non seulement améliorer la qualité intrinsèque du service ou du produit que vous vendez, et vous nouez des contacts avec cette personne-là qui potentiellement peut devenir, et c'est là qu'on découvre si elle peut devenir intéressée, parce que dire oui mais moi je veux ça, si vous changez ça, moi je veux ça. Et cette personne-là elle-même possède un réseau d'acteurs du marché qui peuvent être naturellement intéressés puisque le marché, enfin le service ou le produit est adapté. Ça marche bien, ça je vous le conseille fortement de le faire. Ok, très bien. Ben, j'espère que les gens qui regarderont pourront d'avoir leur mettre ça avis. en place, ouais, clairement. Et aussi. Voir leur retour. Super, en tout cas, belle expérience. Merci. Qui, dans le secteur, finalement, la dernière expérience en tant que commercial business développeur. Après, j'étais entrepreneur, donc là, j'ai vendu ma boîte. Voilà. Exactement, même si c'est lié, mais tu as un autre statut où tu fais aussi d'autres choses. Donc tu es arrivé dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a amené déjà? Alors j'ai pas décidé de devenir entrepreneur, j'ai pas décidé de monter une boîte, j'ai décidé de réaliser un projet, quelque chose dont j'avais besoin. Après l'expérience de commercial, j'ai commencé à faire ce que beaucoup de personnes font, un petit bilan entre les choses très importantes et les choses pas du tout importantes, et au milieu il y avait des choses moyennement importantes. Et comme je suis un passionné de bouffe, je pense que je dois discuter à peu près tous les jours avec des gens sur c'est quoi le bon endroit pour aller manger, etc. Et j'ai vu que plein de gens à l'époque, comme moi, notaient, pas sur un calepin, mais sur leur téléphone. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir une petite appli qui permette de partager les adresses des gens que je connais, enfin, pas des gens que je connais pas, parce que les avis des étrangers, c'est assez difficile de les apprécier. Et donc c'était une forme à la fin d'anti-TripAdvisor, quoi. C'est-à-dire que je suis dans mon cercle de confiance sur une carte, et que ce soit mes amis ou les personnes que je connais, ou les réseaux, les médias, les chefs. À l'époque, on avait même des chefs cuisiniers qui donnaient leur avis, etc. Donc en gros, c'est quoi mon cercle de confiance par rapport à ça?
Et tout ça est venu d'une envie d'avoir une application pour répondre à un besoin personnel. Et à un moment, je me suis dit, ah mince, mais en fait, ce truc-là, ça doit être une entreprise. Ah bah donc, ça doit être, il me faut des associés. Parce que très rapidement, j'ai vu ça comme la réussite qui va dépendre de plein de facteurs, pas juste de l'application en elle-même, c'est pas juste une appli que l'on fait. Et donc oui, bah, après, j'ai eu 1, 2 associés, et ainsi de suite. Bah, l'aventure est apparue avec de potentiels investisseurs, etc. Et donc oui, donc ça a pas été, c'est venu d'un besoin concret, d'un besoin terrain, de se dire j'ai envie d'avoir ça. Et comment t'es passé d'un besoin finalement qui était personnel à l'idée de dire je vais créer une boîte qui va répondre pour tout le monde à ce besoin-là? Alors en effet, c'est des étapes. Donc ça a commencé par moi et j'ai pris vraiment, j'étais chez moi et j'ai pris des feuilles, j'ai commencé à faire imaginer des écrans, à quoi ça ressemblait, et puis ça m'a permis d'aller voir tout un tas de personnes. Et je crois qu'un des axes de réussite, c'est que j'en ai vraiment parlé à beaucoup de gens. Mais je crois beaucoup de personnes. Et ce que j'aime bien raconter, c'est que c'est souvent les personnes les plus improbables de mon réseau personnel et professionnel qui ont amené des solutions. Ça va j'ai revu mes anciens collègues de l'IT, qui étaient donc très tech, et c'est avec eux que j'ai défini le nom de la boîte. Alors que j'étais plutôt parti pour savoir comment j'allais faire la partie technologique, où ça va j'ai un de mes frères qui est médecin, et c'est lui qui m'a trouvé mon premier associé. Alors qu'à la base, il est médecin, pas dans la tech, pas dans la food, etc. Mais parce qu'il y a 20 ans, il était avec quelqu'un que j'ai connu, qui avait un gros poste là-dedans, et ou un ami qui était photographe dans des grands festivals, qui m'a présenté quelqu'un qui a toujours d'ailleurs la plus grande librairie dédiée à la cuisine et qui connaît juste tous les acteurs de ce marché. Et elle a validé le besoin, même avec un nouveau besoin que je n'avais pas identifié, un nouveau persona, comme on dit maintenant. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment des rencontres. Et au fur et à mesure de se rendre compte que voilà, on passe des étapes et à un moment on arrive avec un projet. Donc à un moment, on a même créé une forme juridique. Tout a commencé à monter. On a eu une V1, voilà, on a eu un peu d'argent, donc on a réussi à sortir sur les 2 plateformes, iPhone et Android, pour tester la chose. Et puis on a vu elle avait des défauts, donc on s'est dit qu'il fallait faire une V2. Donc voilà, après on s'est dit qui pourra faire ça, donc on a trouvé un nouvel associé qui pouvait faire ça, et ainsi de suite. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et toujours de manière surprenante, je trouve. Ouais, c'est ce qu'on ressent, dans l'impression que tu as appris au fur et à mesure, oui. Et que tu as avancé, tu faisais, et derrière tu te disais, ok, maintenant qu'on a fait, voilà ce qu'on doit améliorer. Exactement. Voilà ce qu'on a compris, appris, ouais. Et voilà ce qu'on va mettre en application. Et finalement, tu t'es aussi laissé, c'est peut-être comme ça, tu te laisses la possibilité aussi de rencontrer des personnes qui font grandir le business. Essentiel. Et du coup, en termes de timing, toute la première phase, ça s'est fait en combien de temps? C'est-à-dire jusqu'au moment, par exemple, où tu as lancé la V1? C'était entre 6 mois et 1 an, je dirais. Ok, on a mis ça. Assez rapide pour commencer un projet comme ça, de passer à une idée. Ouais, c'est ça, on a mis entre 6 mois. Oui, c'était ça, c'était entre 6 mois, parce que c'était il y a 10 ans. Donc, mais c'était ça, on a mis entre 6 mois et 1 an pour sortir la première version et la tester, Il y aura la première communauté autour de ça. Ok. Et donc 4000 téléchargements, c'est ça, donc il y a une communauté quand même assez pareil, assez importante. Ce qui est chouette, c'est que c'est des associations, en fait, des partenariats. On a eu la chance que chaque personne nous amène à chaque fois un nouvel acteur sur le marché. Et il y a eu des marques, par exemple, il y a eu des salons dédiés à la food sur lesquels on était partenaire, donc on a pu faire découvrir l'appli sur tous les festivaliers, par exemple, qui étaient là. Donc il y a eu plusieurs accélérateurs, et encore on était en attente parce qu'on avait des partenaires intéressants, et on s'était dit qu'il fallait qu'on ait une V2 pour aller plus loin. Des partenaires, on les a pas activés parce que finalement la V2 n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait. Puis et là c'est là que l'entreprise s'est arrêtée, mais ça peut aller très vite si y a le bon matching au niveau des acteurs. Et qu'est-ce qui du coup t'a amené derrière après cette expérience, alors déjà où ça a duré 4 ans, donc ce que tu disais tout à l'heure, à un moment donné tu vous êtes dit faut mieux arrêter là au niveau de cette expérience. Comment ça s'est fini finalement ce projet? Après c'est toujours il y a plusieurs critères, mais en gros en effet on n'était pas satisfait de la deuxième version. Il y avait
plus forcément d'argent, de cash ou de temps aussi pour pouvoir développer ce qu'on voulait. À l'époque aussi, c'était pas forcément évident entre les différents associés aussi. Il y avait pas forcément, pour être honnête, il n'y avait pas forcément une bonne communication qui était faite. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait même à un moment un fonds fait par des CTO qui s'était intéressé à nous et qui était prêt à investir. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait dans la structure en fait, des fissures qui faisaient que pour continuer, c'était compliqué. Donc voilà. Au final, il y a eu une discussion de se dire que c'était le bon moment d'arrêter et pour passer à autre chose, parce qu'il y a, voilà, par le passé, pour avoir déjà été à mon compte, il y a un moment tu peux te dire peut-être que j'ai fait une année de trop, mais ça c'est l'expérience qui te le fait dire, hein, c'est facile après. Mais en tout cas voilà, là, il n'y a pas de regret en tout cas aujourd'hui. On aurait aimé que ça se passe différemment, avec des si, on se dit que tiens on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, etc. Et ça aurait été sûrement meilleur, mais ça fait partie de l'expérience. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as appris, cette expérience? Quelle leçon t'en as tiré Alors, la plus saillante pour moi, en tout cas, ça a été de me dire qu'on aurait dû se faire accompagner. On était 3 à la fin, et en pensant qu'on voilà, avait une trentaine d'années, on était très, très balèze. Ce qui est vrai, hein, mais toute structure a besoin d'un œil extérieur et détaché qui va t'accompagner. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que depuis que j'ai arrêté cette expérience, cette entreprise, je fais de l'accompagnement moi-même. Et c'est après coup, je me dis, je fais exactement ça m'a manqué pendant toutes ces années. Et donc ça, c'est essentiel d'être entouré. Souvent, on parle de ça, d'un enfant, il a besoin d'un village pour grandir. Une entreprise, c'est pareil. Il va avoir besoin d'un ensemble d'acteurs, encore une fois, qui vont permettre de s'assurer de son développement sur tous les niveaux, que ce soit financier, commercial, RH, etc., pour qu'il y ait une vision saine. Et ça, c'est le premier apprentissage que j'ai eu. Le deuxième, c'est qu'on aurait dû encore plus se lancer, c'est-à-dire qu'à un moment, on attendait qu'une V2 sorte pour activer, par exemple, des partenaires. Je prends souvent cet exemple qu'on devait avoir un passage en radio sur une très bonne émission de la foot sur Radio France, et ça, on savait que ça allait créer une croissance forte, mais on attendait d'être prêt. Et ça, d'attendre d'être prêt, c'est au final pas très, c'est pas une bonne logique. On aurait dû plutôt dire, on le fait. Tant pis si l'appli elle est pas prête, l'appli elle aurait cassé. Mais derrière, on aurait pu aller voir des investisseurs en disant, voilà, on a des chiffres, il y a tant de personnes qui ont voulu se connecter. Ça n'a pas marché. Donc si on avait eu du financement, on aurait pu avoir des moyens, une application plus structurée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Alors que là, quand tu discutes avec des investisseurs, ça manque un peu de chiffres et d'éléments concrets qu'ils puissent apprécier en disant ok, donc dans ces cas-là, vous avez X milliers d'utilisateurs potentiels, donc on peut imaginer après le financement. Ça, c'est aussi un autre regret mais voilà. L'apprentissage. Ouais, c'est très lié au fait de se faire accompagner. Finalement, le deuxième problème que vous avez eu, si vous aviez été accompagné à quelqu'un qui avait plus d'expérience, il aurait peut-être dit allez-y. Et puis, oui, c'est ça, vous verrez bien. Vous verrez bien, ouais. Tout à fait, c'est vrai. Et vous êtes allé jusqu'à la radio et non, parce qu'on attendait la V2 et que la V2, en fait, elle était pas satisfaisante. Donc au final, on s'est dit on va pas présenter quelque chose qui est moins bien. Et puis pareil, avec d'autres facteurs, au final, on a préféré se dire que on arrête. Ça peut pas aller plus loin là. Mais c'était quand même une belle expérience, j'imagine. Très heureux. Humaine et puis enrichissante. Très enrichissante. Et en termes d'apprentissage, du coup, ça t'a amené à une autre expérience. Donc, tu es revenu dans le secteur de l'éducation. C'était quoi la passerelle finalement pour aller dans le monde des grandes écoles et d'aller sur vraiment l'apprentissage, l'accompagnement étudiant? Alors pareil, c'est pour moi toute une histoire de rencontre. Et il se trouve qu'un des premiers partenaires de mon application était... en fait, ils étaient 2 à avoir un gros blog qui s'appelait Jack et Walter à l'époque, et avec une énorme communauté, etc. Et ils nous ont fait confiance. Ils ont dit écoutez, nous, on va être sur votre application, vous allez pouvoir mettre nos adresses et votre communauté, etc. Et il se trouve que donc ils nous ont beaucoup soutenus. Et au moment où j'ai arrêté l'application, donc j'étais à droite à gauche, j'ai fait des petits boulots, etc. Je suis même retourné dans la restauration, chose que j'avais faite à une époque pour me changer les idées. Et c'est lui qui m'a appelé un jour en disant « Qu'est-ce que tu fais maintenant que ta boîte est fermée ?» Je suis là, je ne sais pas encore. Et c'est lui qui m'a proposé d'accompagner des jeunes étudiants en école de commerce pour les accompagner dans la réalisation de projets.
Il m'a dit, je te verrais bien dans cette démarche-là, etc. Et j'étais encouragé par ma femme aussi à l'époque. Faut le noter, parce qu'on se pose des questions, on se dit ce que c'est ça, etc. Et je crois que ça a été la deuxième épiphanie de ma vie de faire de l'accompagnement, de réfléchir à dire, ok, quel est mon rôle par rapport à ces personnes qui doivent monter un projet, qu'il soit entrepreneurial, associatif ou en mode mission pour une entreprise, et comment ils vont réussir à faire. Donc au début, je parlais beaucoup trop, j'aime bien parler. Et il faut savoir se taire aussi, créer des silences et poser les bonnes questions qui vont leur permettre à eux d'avoir des outils, de réfléchir et de faire par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc c'est comme ça que voilà, mon travail dans l'accompagnement des jeunes étudiants a commencé depuis bientôt 8 ans. C'est ça, qui te suit encore aujourd'hui. Oui, toujours. Sur ton métier. Et donc, j'ai intéressant le fait que tu y sois arrivé aussi. J'ai l'impression que ton parcours, tu as beaucoup parlé de l'apprentissage par tes expériences, du début ou après ta carrière. Est-ce que le fait d'aller aussi à la rencontre des étudiants, c'est pas une manière de leur transmettre ce que toi t'avais appris durant toutes tes expériences, et leur dire faites, allez-y, ayez des projets, et puis vous verrez bien aussi, moi je vous accompagne, je vous donne le cadre peut-être pour réaliser. Mais est-ce que du coup c'était pas une manière de toi de transmettre tout ce que tu avais appris? Oui, bien sûr. Alors, quand je revois le parcours, en fait finalement c'est quand j'ai commencé à travailler pour l'EM Lyon, ils avaient cette logique de justement l'apprentissage par l'expérience, du learning by doing, comme ils disent en anglais. Et l'idée, c'est de se dire que l'étudiant n'est pas là pour recevoir un savoir, mais il est là pour expérimenter, se découvrir. Et donc, j'avais cette casquette qui existe, alors, pas encore beaucoup en France, et plus dans les grandes structures anglo-saxonnes, à Berkeley ou Oxford, ils font très bien ce genre de choses, où en gros, tu as un rôle de mentor, et tu es là pour accompagner les étudiants dans un groupe projet, quel qu'il soit. Donc moi, ma première mission, c'était, ils devaient réaliser des enquêtes terrain pour le compte d'entreprise. Donc moi, je cherchais les entreprises qui avaient besoin d'étudiants pour réaliser une enquête. Et je prenais des étudiants qui sortaient du bac, et vraiment tout frais, genre le premier ou deuxième jour d'école, et je leur disais, voilà, voici l'entreprise avec laquelle vous allez devoir travailler. Et ils disent, comment on va faire? Vous allez apprendre à vous organiser, il y a un rétro-planning. Et ce qui était... je trouvais brillant, c'est que l'école avait pensé que l'apprentissage de savoir allait venir au fur et à mesure, qu'ils commencent à travailler, ils commencent à se poser des questions, et à un moment, il va y avoir un cours de marketing pour comprendre c'est quoi la technique pour ça. Ils vont avoir un cours de comptabilité, etc., qui va venir supporter, on va dire, l'action qu'ils sont en train de mener. Et donc j'ai découvert ce type d'apprentissage, et en effet, c'est là que je me suis dit, mais c'est exactement ça que j'aime, c'est exactement ça que j'ai fait toute ma vie, ce que tu disais très bien. Et c'est pour ça, c'est même cela avec le temps, pour moi, qui est l'apprentissage le plus puissant. D'ailleurs, j'ai vu, c'était l'année dernière, une courbe de l'apprentissage, pas une courbe, mais une pyramide, qui plaçait tout en haut de la courbe. Donc tu as 5%, c'est un cours descendant, un cours magistral où quelqu'un va t'expliquer un principe marketing, par exemple, et tu vas retenir 5% du savoir. Et quand tu descends, donc tu as l'étape de démonstration, quelqu'un te fait une démonstration, etc. Et à 70% d'acquisition du savoir et d'apprentissage, justement, tu as l'expérientiel. Tu le fais par toi-même. Et quand tu commences à le faire par toi-même, ton niveau d'apprentissage augmente énormément. Et le dernier stade, qui est le 90% d'apprentissage, de développement des compétences, c'est la transmission. Si tu dois transmettre quelque chose à quelqu'un, tu augmentes drastiquement tes capacités et tes compétences. Donc, moi, ça m'allait bien parce que, comme tu l'as dit, ce qui m'intéressait, c'était toujours de tester, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça incarne pleinement aussi un esprit, ce qu'aujourd'hui on met dans l'esprit d'entrepreneur, entrepreneurial, mais tout est traité comme ça. À partir du moment où on a un projet, on veut réaliser quelque chose, tout est en mode test. Observation, bilan, on change, on s'améliore, et c'est ça qui est intéressant de voir, et qu'on en a beaucoup plus besoin qu'on pense, surtout que l'éducation en général ne nous amène pas à réfléchir comme ça, on est là plutôt pour recevoir de la connaissance et le mettre en pratique, alors que ce qui est souvent important, c'est de se mettre en pratique, de se mettre en mouvement, et après de se dire quel type de savoir je vais avoir besoin pour aller plus loin, finalement. Et aller plus loin ensemble, parce qu'après, il y a aussi le fait d'y aller à plusieurs. Voilà. Et ça c'était c'était déjà mis en place, par exemple, à l'EM Lyon. Ouais.
ce module d'accompagnement Ouais. sur des projets avec des entreprises. Ouais, en fait, c'est la grande force de la pédagogie là-bas, c'est que c'était architecturé dans le programme. C'est-à-dire que il y avait des projets qui composaient tout le parcours, et c'était de dire, bah voilà, ils commencent leur première année, premier semestre avec ce gros projet entreprise, ça va leur prendre 6 mois, et après, dans le semestre d'après, ils en auront un autre. Donc ils étaient toujours dans cette logique de faire et d'apprentissage, mais c'était vraiment pensé dans le cursus, ce qui fait que mes élèves, ils avaient 2 après-midi par semaine dédiés à ça. Donc c'était vraiment focus, ils avaient du temps. Durant toute l'année Alors il y avait le premier semestre, après le deuxième semestre, il y avait un autre projet, donc c'était architecturé différemment. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment dans l'ADN, c'était pas quelque chose qui se rajoute en plus. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que dans le learning by doing, c'est que non seulement il y avait du temps, mais il y avait aussi de l'accompagnement qui était fait, et on leur remettait aussi des outils et de la méthodologie, ce qui fait que souvent en expérientiel, on va dire, on va laisser les jeunes faire, mais si c'est de la pédagogie, il faut les laisser faire et les accompagner pour qu'ils arrivent à comprendre, tirer des bilans de ce qu'ils ont fait, et qu'ils arrivent à apprendre. Parce que sinon, si on les laisse juste faire, le terme pédagogie, voilà, il est plus distant pour moi. Oui, c'est tout rôle sûrement de les laisser faire, mais aussi de leur faire comprendre peut-être les erreurs qu'ils ont réussi aussi, et qu'ils puissent s'améliorer grâce à ça. Et donc chaque étudiant finalement passait via ce parcours de projet, et toi donc Tout à fait. en accompagnant. Ouais. Et c'est quelque chose qui est peut-être plus développé à l'EM Lyon, ou qui est présent aujourd'hui dans toutes les écoles de commerce? Alors j'ai pas cette cartographie, mais c'est vrai que ça a l'air d'être encore naissant. Je pense en France, il y a des écoles qui doivent se placer là-dessus. Après, c'est comme tout, c'est à quel point ils ont mis le curseur. Est-ce qu'ils ont commencé à mettre le curseur pour que ça existe? Est-ce qu'il y en a qui ont augmenté le curseur pour que ce soit central? De mon regard et de mon expérience, pour moi, ça devrait être central. Parce que pour maintenant avoir des étudiants dans différents domaines, c'est par l'expérience qu'un étudiant va se forger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les parcours d'alternance, c'est extraordinaire que ça se développe. Moi, il y a 20 ans, 25 ans, quand des potes faisaient de l'alternance, c'était pas quelque chose de très valorisé, alors qu'aujourd'hui, pour moi, un étudiant qui fait de l'alternance, c'est ça qu'il faut faire. C'est d'alterner entre son travail, son école, et après, le Graal, c'est que les deux se rejoignent. Pour arriver à la finalité de l'entreprise, c'est sûr que travailler tout en étant en entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'avoir la connaissance théorique et de mettre directement en application dans une entreprise au quotidien. Très bien, et donc tu es resté 3 ans à l'EM Lyon? À peu près, ouais. Et tu as une idée à peu près de l'effectif ou de la grandeur de l'école à peu près? Alors moi j'étais sur un thème parisienne parce qu'ils avaient créé un campus international à Paris. Je sais qu'à peu près on avait 200-300 étudiants par promo, je crois, à l'époque. Et en termes d'effectifs de travail, on était quoi? On était une 50aine, 70, je sais plus. Parce qu'après il y a des intervenants, mais je crois qu'on devait être à peu près là-dedans, je pense. Ouais, bien sûr, au niveau de l'école. Ouais. Et pour la partie parisienne. Et tu as peut-être une idée justement, grâce à ce parcours, alors c'est peut-être toute l'école, c'est que ce soit le parcours, l'expérience de travail, l'expérience par l'apprentissage, enfin par l'expérience, l'apprentissage par l'expérience, pardon, à l'inverse c'est mieux. Est-ce que tu as une idée de l'impact que ça a derrière quand on arrive dans le monde du travail? Alors c'était peut-être difficilement quantifiable, mais est-ce que par exemple il y a des personnes qui sont plus facilement, il y a un taux de placement d'entreprise derrière l'école qui est plus important? Est-ce que il y a des indicatifs par rapport à ça? En tout cas, je sais que le EM Lyon se plaçait sur l'employabilité de leurs étudiants, et ils étaient très satisfaits de ça. Et c'est vrai que souvent, quand tu discutes avec des gens qui sont sur le marché du travail, c'est à quel point l'étudiant est déjà conscient de la réalité du monde du travail. Et c'est indéniable qu'à partir du moment où des étudiants ont commencé très tôt à se confronter à des vrais projets, à des vrais clients au monde du travail, pour avoir encore une fois vu des étudiants dans différentes formations, il y a des formations, il y a assez peu de stages, ou assez peu d'alternance, ou ce genre de choses, et ça crée une vraie différence. Et aujourd'hui, c'est vraiment essentiel,
Après, c'est comme je te disais, c'est de la pédagogie pour expliquer aussi aux étudiants de prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Et à un moment, on avait commencé à mettre un parcours où on forçait les étudiants à verbaliser un retour d'expérience sur ce qu'ils avaient fait. Parce qu'autrement, on passe d'une expérience à une autre sans réfléchir à ce qui se passe. Et là, c'était important de prendre un instant, de se dire qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi dans un groupe, enfin, toute une batterie de questions. Et à la fin, comment aussi je valoriserai cette expérience, parce que quelquefois, l'étudiant, il ne se pose même pas la question de se dire comment je vais valoriser cette expérience-là. Et donc ça, c'est toute la pédagogie d'accompagnement et de valorisation de l'expérience. Et pour moi, aujourd'hui, ça se voit en entretien forcément entre un étudiant qui est resté dans le théorique, qui a acquis de la connaissance, et ceux qui ont vraiment développé leurs compétences. Par exemple, quand j'étais à la School of Business, on avait des étudiants qui partaient en année de césure. Ceux qui ont fait une année de césure, ça se voit tout de suite dans leur parcours quand ils ont fait 2 fois 6 mois en plus dans une entreprise par rapport à d'autres. Parce qu'ils ont enrichi leurs connaissances, leurs compétences professionnelles. Donc c'est visible très rapidement. Et c'est aussi bien mettre en avant sur le CV au niveau des expériences, mais j'imagine aussi en termes de personnalité, en termes de savoir-être, qui est facilement ou qui est valorisable en entretien. Est-ce qu'on ressent du coup après être passé dans Exactement. J'imagine. Oui, parce qu'il y a une expérience du terrain qui se transmet immédiatement lorsqu'on échange justement avec un recruteur. Qui est clairement plus présente que déjà dans certaines écoles. Après, si tu as aussi dans ces écoles-là des personnes qui sont spécialisées sur le partenariat entreprise ou sur le développement de projets en entreprise, déjà les étudiants ils ont quand même un sacré avantage, un sacré apport par rapport à d'autres écoles où il n'y a pas tout ce backstage, on va dire, en termes de relations entreprises, où tu n'as pas toutes les compétences qui en découlent. Donc super intéressant, super important. Et donc tu parlais tout à l'heure de Rennes Business School. Ouais. T'es arrivé donc juste après EM. Oui. Et tu as mis en place la même chose, tu as fait les choses différemment. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque école a son ADN et son développement. Il n'y avait pas exactement la même structure par rapport à ce mentorat en learning by doing. Là, on a réussi à se comprendre, c'était plus sur les aspects carrière, où là, de mettre vraiment en œuvre tout un accompagnement pour les étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, avant je gérais des groupes de projets, là maintenant je gérais des projets mais au niveau individuel. Et la logique est toujours la même, c'est que les étudiants avaient besoin d'outils pour se structurer, de la méthodologie pour savoir comment avancer, et un accompagnement pour arriver au bout de leur démarche. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi l'idée de mettre en place tout un parcours qui allait enrichir l'étudiant, que ce soit au niveau de ses compétences professionnelles, comme tu parlais de soft skills aussi tout à l'heure. Donc on a développé plein d'ateliers sur tous les aspects de développement personnel. On était même jusqu'à les sensibiliser justement à ce qu'on appelait le mindfulness, donc la prise de conscience de leurs émotions, de savoir gérer leur stress, etc. Parce que ça c'est assez essentiel quand on se développe. Et donc là, j'étais plutôt sur le programme grande école, et sur le fait d'accompagner en mode projet, mais l'individu, plus que l'équipe. D'accord. Et tu as peut-être des exemples de personnes que tu as accompagnées, sur quelle thématique par exemple, en termes de parcours? Ouais. C'était quel type de parcours plus dans les faits du coup? En gros, c'est vrai que là on avait des populations assez importantes, on avait entre 700 et 1000 étudiants en périmètre. Ce que je retiens en fait, c'est que pareil, dans une structure en fait assez normée sur je cherche une offre de stage et je dois produire un CV, etc. Mon sentiment, c'est que tout le monde n'est pas forcément à l'aise et satisfait de ça, que ce soit du côté recruteur ou du côté candidat. Et il y a une phrase qui a dynamité tout, c'est quand j'ai un de mes étudiants qui m'a dit parce qu'en fait, il a été dans un très grand cabinet d'audit parisien au niveau financier. Et je lui dis, mais comment t'as fait? Il m'a dit, ils prennent normalement que des mecs d'HEC. Je dis, t'es pas HEC. Il fait, oui, mais ils sont intéressés à moi et pas à mon CV. Et cette phrase, elle est extraordinaire. Ils sont intéressés à lui et pas à son CV.
Et là, à la base, on essaie beaucoup d'aider les étudiants à avoir un CV qui soit adapté, qui permette d'eux. Mais la seule chose qu'on cherche avec un CV, c'est de se parler et d'avoir quelqu'un avec qui on puisse échanger. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'approches, un peu comme la vente consultative. Il y a un ancien de l'école qui avait expliqué ça, un alumni qui avait expliqué ça, j'ai trouvé ça brillant. Où il disait, si tu es intéressé par un sujet, va voir des gens qui font ça et à la limite, pose-leur des questions intéresse-toi à leur boulot, en fait. Ne leur demande pas un stage. Tu dis, mais c'est quoi votre travail? Vous faites quoi? Vous êtes dans le recrutement? Ok, d'accord, donc vous faites du placement, mais c'est quoi? C'est quoi vos problèmes, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, on montre de l'empathie. Et en créant de l'empathie, parce que globalement, si vous dites à quelqu'un, je m'intéresse à ce que vous faites, est-ce que vous pourriez m'en parler? Le taux de rejet est plus faible que si dire, bonjour, je cherche un stage. Et donc là, on crée du lien et très facilement aussi... le conseil, c'est de se dire, est-ce que je pourrais vous aider? Un stage, c'est aider quelqu'un, parce que globalement, il n'y a pas toujours de logique financière. Donc, il y a toute une approche comme ça. Et lui, ce qu'il m'avait dit, il m'a dit, ils sont intéressés à moi et pas à mon CV, c'est que finalement, pareil, c'était un ancien directeur de son stage qui lui a dit, ah, mais tu devrais rencontrer machin. Et en fait, ils ont discuté, et ils se sont entendus. Et je ne crois pas que le CV aurait forcément été le meilleur sésame, mais le sésame, le CV est fait pour qu'on discute. Il faut se dire, est-ce que je vais rencontrer cette personne-là pour discuter? Donc si on peut chanter cette partie-là et directement d'aller discuter avec les gens, on refait une action sociale et humaine normale, c'est discuter et s'intéresser aux gens, aussi, d'avoir de la vraie empathie, pas juste dire, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Ça, c'était la première anecdote. Et la deuxième, ce qui était chouette aussi, c'était de se dire que c'est compliqué de chercher un stage, c'est compliqué de chercher une alternance. Et le pire moment dans ce moment-là, c'est quand j'ai des étudiants et des étudiantes qui me disaient là, monsieur Lucas, je trouve pas, et je pense qu'il y a. Voilà, là, j'ai plus de critères. Et là, c'était le moment de leur dire, alors surtout pas. C'est le moment où il faut bien garder vos critères et même de renforcer les critères. Parce que finalement, ce qui va pêcher, c'est que si on accepte tout, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Et donc, on attend, on est passif et on attend un peu que ça tombe, parce que on est dépendant de ce qui va être produit. Alors que je leur disais, non, mais quel type de fonction tu cherches? Est-ce que tu veux des RH? Est-ce que tu veux du marketing, du commercial, du juridique, etc. Est-ce que tu as des secteurs d'activité qui t'intéressent? Oui, peut-être. Hein. Est-ce que tu as des typologies d'entreprises? Il y en a qui veulent travailler pour des startups, d'autres pour les grands groupes, donc ça peut les motiver. Ou carrément, j'avais un étudiant qui voulait travailler chez Danone. C'était son truc. Je fais, écoute, si tu veux travailler chez Danone, il y a un moment, on va trouver une porte d'entrée, parce que c'est quand même suffisamment gros. Et le quatrième critère, c'était de se dire géographiquement où est-ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être à Rennes? Et moi, j'avais une étudiante qui m'avait marqué parce qu'elle m'a dit, moi, c'est Stockholm. Je veux ce que vous voulez comme stage, mais Stockholm. Je fais, ton critère, ça sera Stockholm. Donc, il est important d'identifier selon ces 4 critères-là, quel est le levier. On n'a pas forcément un levier sur les 4. Et de s'y coller. Et l'anecdote qui m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment faire ça, mais c'est vrai, ça se transpose dans tout dans la vie, c'est d'avoir un objectif. Et lui, c'était le sport. Et cet étudiant, je m'en souviens, m'a appelé en disant, écoutez, là, j'en ai marre, je trouve pas, ça marche pas, ça fait 6 mois que je cherche, j'en ai marre et tout. Il me dit, là, j'ai un poste, alors je sais plus c'était dans quoi, mais un truc pas très fun. Il m'a dit, je vais faire ça. Je fais, t'as envie? Il fait, non. Je fais, écoute, le fais pas. Je te dis, non, continue à chercher. Et la belle histoire, c'est que 3 semaines après, il m'a appelé parce qu'il avait un stage à l'AS Monaco. Et il dit, mais heureusement, monsieur, vous m'avez dit de pas prendre le truc. Donc, en résumé, ce qu'on se souhaite tous, c'est d'avoir des objectifs, des choses qui nous donnent envie de se lever le matin. Et donc, ça, il faut être un peu curieux parce qu'on n'a pas toujours la réponse à tout de suite. Donc, il faut s'intéresser à pas mal de choses. Mais dès que ça marche, et bizarrement, on rencontre les bonnes personnes et les gens nous aident, etc. C'est ce que j'ai retenu d'ailleurs de la période entrepreneuriale. C'est que j'avais un projet très clair de monter une application de partage d'adresses de bouffe entre potes. Tout le monde savait ce que je faisais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'arriver à définir des objectifs les plus précis possibles. Et si à un moment, on sent que ça ne marche pas, il faut encore plus préciser pour que les gens pensent à nous en disant « Ah, ok, donc Charles, il cherche ça, etc. etc. » Ok. Ce que tu mets en avant, finalement, c'est l'objectif et aussi la manière de te vendre, toi, en tant que personne, la manière de te mettre en avant, qui fait qu'on te retient, ouais. Et qui fait aussi que tu vas atteindre des objectifs. Surtout sur la recherche de stage, où c'est ça peut être compliqué pour pas mal d'étudiants. Oui. On en voit passer partout qui sont en recherche, qui n'arrivent malheureusement pas à trouver. Et parce que justement, alors je me permets, mais peut-être tu as dit un mot en fait qu'on utilise tous, c'est par exemple se vendre ou se mettre en avant.
Et je trouve que, alors bon, je suis commercial, donc je comprends le principe, mais ça peut porter à confusion. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est surtout de savoir de quoi on a envie. Parce que si on sait de quoi on a envie et que c'est franc, on va se vendre, entre guillemets, tout seul, parce que c'est sincère. Mmh. Et souvent, on ne s'attarde pas assez sur ce dont, ce qu'on aimerait. Mais pour savoir ce qu'on aime, il faut être curieux. Et souvent aussi, c'était notre rôle au niveau carrière, c'est d'amener les gens, l'accompagnement c'est ça, hein, c'est d'amener les étudiants à être curieux. Parce que par exemple, pour illustrer, je crois que chaque année, il y avait un classement des entreprises les plus plébiscitées par les étudiants. Et à l'époque, tout le monde trouvait ça intéressant de voir les classements. Alors Chanel a perdu 4 places, ce genre de truc. Je dis, mais en quoi ce classement il est intéressant? Vous demandez à des jeunes gens de 20 ans, dans quelle entreprise veulent travailler? Mais moi, quand j'avais 20 ans, je connais ce que je porte, quoi. J'ai une connaissance assez limitée du monde. Oui, je connais peut-être, voilà, j'avais l'iPhone ou je sais pas, des marques de fringues. Alors si je caricature très rapidement, beaucoup de garçons voulaient faire de la finance et beaucoup de filles voulaient travailler dans le luxe. C'est caricatural, mais c'est un peu vrai quand même. Mais en même temps, je ne leur en veux pas. À 20 ans, qu'est-ce qu'on connaît du monde du travail? Aujourd'hui, je fais des métiers qu'à 20 ans, je ne connaissais pas. Et j'aurais pas pu me projeter. Donc le seul moteur puissant de ça, c'est mon envie d'être curieux, de découvrir des choses, d'écouter, de me laisser surprendre. C'est là où il y a l'alchimie se fait, quoi. C'est pas en restant sur sa chaise. Donc le meilleur conseil, en effet, c'est d'être curieux dans ces cas-là. Pour trouver des choses qui nous font envie. Et si on a envie, les choses vont se faire très facilement derrière. Donc c'est finalement secret pour continuer d'apprendre. L'apprentissage continu. Ouais. La curiosité. Ouais, et même il y avait un vieux monsieur qui avait dit c'est comme ça qu'on reste jeune. Si à partir du moment où on a envie d'apprendre, on reste jeune. Le jour où on ne veut plus apprendre, on devient vieux. Et ça, c'est pas une histoire d'âge. Faut pas avoir 25 ans et plus vouloir apprendre. Et là, on décline. Et il y a des gens qui ont 80, 90 ans, qui ont de la lumière dans les yeux, c'est qu'ils sont toujours en curiosité, en volonté d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment le moteur. Ouais, c'est finalement des outils qui te permettent, qui sont à donner peut-être à des jeunes qui peuvent leur permettre de continuer à avancer. Toute leur vie. Ouais, continuellement, parce que finalement, quand tu as cette curiosité, ça te permet aussi de, toi tout seul, pouvoir avancer et pas forcément avoir besoin d'une autre personne, d'un mentor par exemple, pour t'aider à apprendre. Et après, justement, la personne elle-même va transmettre. Le cycle. Ouais, tout à fait, c'est un cycle. C'est ça. C'est clairement un cycle. Ouais, à quel moment t'as vraiment... tu t'es vraiment dit, aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre en faisant et pas forcément apprendre de manière théorique dans un cadre académique. Ouais. Ou moins. Alors peut-être les deux, tu vas me dire, mais oui, bien sûr. Parfois les deux se complètent. À quel moment tu t'es dit, j'ai vraiment besoin Enfin, c'est le fait de faire qui me fait apprendre. Ouais, bien sûr. Plus rapidement peut-être. Ouais. Sur certaines choses. Ce que tu as dit là tout à l'heure aussi, c'était important, c'est que je pense qu'il y a une histoire de profil. Je pense que je suis clairement dans ce profil-là. La théorie, l'académique me stimule pas, c'est quelque chose qui va plutôt m'endormir. Bon, d'une certaine manière, on peut dire que le système éducatif français, non pas que français, mais il est très académique depuis qu'on est enfant, va stimuler notre logique et notre expression, tout l'aspect verbal, et de manière très scolaire. C'est-à-dire, quand on l'entend scolaire, on est tous assis dans une salle et il faut être assis, écouter et interagir. Je pense que 80% des gens ne sont pas adaptés pour ce genre de pratique d'apprentissage. Et en effet, il se trouve que quand tu écoutes des gens qui y font, des entrepreneurs, mais pas que, il n'y a pas que les entrepreneurs qui font, toute personne qui réalise des projets, je rencontre des gens dans le monde associatif, il y a tout un tas de personnes, mais en effet, ils sont le bilan, c'est ça, c'est que c'est des personnes qui ont eu envie, qui ont testé, qui ont essayé avec ce qu'ils avaient, et puis au fur et à mesure, ça a existé, et ce que je trouve très chouette aussi, selon ce qui n'est pas souvent mis en lumière, c'est que la vie va être très surprenante, mais positivement aussi. On se dit, on parle souvent des risques, parce que je pense que notre cerveau est forgé pour faire attention et prévoir les risques, mais on ne parle pas assez tous les aspects surprenants de la vie de manière positive. Donc ça, c'est assez important à mettre en avant.
Est-ce que, pour toi, tu nous as parlé de curiosité, qui était source d'apprentissage, est-ce que l'échec est pour toi aussi une source d'apprentissage? En fait, ouais, y a beaucoup de discours autour de l'échec et en quoi il est essentiel. Et à titre personnel, je trouve que, alors déjà, c'est ultra vrai. L'échec est l'essence même. Mais le problème, c'est que moi, si on me dit échec, je n'ai pas envie d'échec. Moi, ça fait un peu peur. Et puis, parce que le terme, il est ultra puissant, quoi. Alors que si on se dit, alors, j'ai pas encore trouvé le terme qui le remplacerait, mais encore une fois, si on est poussé par une envie, on va essayer des choses. Et en effet, si ça marche pas, c'est pas grave. Souvent on dit dans les phrases qui nourrissent ça, mais que l'échec est l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. C'est à partir du moment où on se trompe qu'on s'améliore. Si on le fait bien, a priori, notre progression, elle est ok, mais elle n'est pas exponentielle. C'est à partir du moment où on a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, qu'on se dit « Ah, ça n'a pas fonctionné, donc il faut trouver une solution A ou une solution B. Ah, celle-là non plus, elle ne marche pas. » Et au fur et à mesure, on voit qu'on a fait du chemin. Et je pense, quand je te parlais de scolarité, que c'est quelque chose auquel on n'est pas éduqué dans cette culture-là. De se dire que allez-y, c'est ok, tout va bien. Si ça marche pas, c'est pas grave, on fera autrement. Et puis, il y a cette logique de toujours avancer. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a selon les profils, pour reprendre ta question tout à l'heure, auquel j'ai pas totalement répondu, c'est de se dire, je pense qu'il y a tout le monde est fait pour le meilleur apprentissage, c'est celui par l'expérience. Je dirais même après, c'est celui de transmettre, parce que c'est ça le plus important. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Mais en effet, je pense qu'il y a des gens qui sont très bien dans un truc très cadré, très dirigiste, etc. Mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout ce mode-là. Et pareil, de comprendre quels sont les besoins selon les personnes dans le mode d'apprentissage. Et en plus, il y a la façon aussi d'apprendre. Est-ce que les personnes vont être plus auditives, visuelles, kinesthésiques? Enfin, on a plein de manières de capter l'apprentissage. Donc ça, il y a un besoin profond de créer des parcours plus riches, plus complexes. Mais au final, si on teste, si on expérimente, on se découvre soi-même, on sait de quoi on est capable. On découvre aussi notre rôle dans un groupe social. Moi, je suis la personne, par exemple, qui va parler, qui va énormément me mettre en interaction. Mais il y a des gens qui voulaient, non, moi, je ne veux pas faire ça. Et mon associé, c'était ça. Elle voulait, non, Charles va parler, va appeler des gens, etc. Moi, je vais faire des tableaux Excel, je vais structurer le truc. Et là, je vais être dans ma zone naturelle de confort. Donc c'est ça qui est bien faisant, c'est qu'on découvre en fait dans quoi on est bon, donc on prend confiance en soi, et ce qui fait qu'après, on peut avancer et plus facilement être curieux aussi. Ok, très bien. Et aujourd'hui, pour toi, c'est ce qui manquerait au système éducatif. Oui. C'est toutes ces parties apprentissage par l'expérience. Ouais. Et vraiment accompagné de manière pédagogique, c'est-à-dire que ça a été réfléchi, il y a des ingénieurs pédagogiques qui ont réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'on va permettre à des groupes de se construire, enfin de construire un projet concret qui a un vrai sens, etc. Et d'ailleurs, à un moment, je commençais à me dire que ce serait le meilleur moyen d'aider les étudiants à s'orienter, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent leur voie après le bac. Et pareil, tu demandes à des jeunes gens, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie à cet âge-là? C'est quand même très compliqué. Voilà. Alors que si tu les amènes dans un parcours où il y aurait des projets, potentiellement des projets à impact qui a du sens, où chacun va devoir trouver son rôle, etc. Là, je suis dans une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui, de la primaire aux étudiants, stimule ce principe d'être un groupe, de trouver une idée, de se dire ok, on va la réaliser, on va la concrétiser jusqu'au concept où ça vente, et je trouve que c'est des choses des parcours pédagogiques qui devraient être essentiels. Parce que justement, y a des parcours qui ont été pensés, il y a de l'accompagnement, il y a des outils, il y a de la méthodologie. Et c'est pour moi, après le bac, si tu fais des projets comme ça, et en plus qui ont du sens, là tu peux te dire, ok, je vais partir en com, je vais partir en juridique, je vais partir en technique, etc. Et tu as une raison valable pour y aller. Alors que si on te dit, alors, tu vas aller où? Alors tu es influencé par tes connaissances du moment, mais tu n'as pas le goût de je l'ai testé par moi-même. Oui, bien sûr. Et ça fait toute la différence. Tu as tellement, je pense, de personnes, de jeunes étudiants qui ont fini leurs études et qui se rendent compte en commençant à travailler que c'est pas le métier pas fait pour eux. Exactement. Ils s'ennuient.
Il y en a un même si paquet, les hein. études ont été très intéressantes, il y en a plein. Ouais. Tellement de réorientation qu'on voit au bout de 5 ans, après 5 ans d'études. Et justement, alors tu parlais de l'association, tu n'as jamais eu envie être plus actif sur ce secteur ou vraiment Ouais. parce qu'évidemment, il y a quand même un besoin. Alors, Ouais. il y a déjà des jeunes entreprises qui font partie de la tech qui peuvent, enfin, qui sont déjà sur ce créneau, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est le prochain, je pense, un des prochains projets entrepreneuriaux que j'aurai. J'ai eu en marchant dans la montagne l'année dernière, de me dire que de réunir l'apprentissage par l'expérience et l'orientation, et de se dire que, oui. Parce que je crois qu'en Allemagne, ils ont un temps de latence entre leur bac et leur université de leur 1 an, où ils partent en voyage, où ils vont travailler, un truc comme ça, je suis pas sûr, mais j'avais retenu cette idée-là. Et je m'étais dit, ce serait bien d'avoir 1 an où les étudiants, tu leur proposes sur 1 an de monter des projets, des vrais projets cool, concrets, hein, et de se dire que voilà, ils vont être une bande de, je sais pas, 5-6 étudiants, et ils vont lancer des trucs, et on va les accompagner, et qui vont vivre ça, se dire, mais moi, dans un groupe, je suis la personne qui fait ça. Parce que dans l'apprentissage que j'ai, soit en école, soit dans les associations et tout, c'est que le plus beau enfin, le plus belle des observations, c'est quelqu'un qui se dit « Ah, mais moi, j'étais la juridique ». Et le fait d'arriver à vivre ça, et donc ça passe par des projets concrets dans lesquels on va se tester. Et donc, le rêve pédagogique que j'ai, ce serait de me dire qu'il y a une structure qui permette d'accompagner des jeunes post-bac, leur apprendre aussi tout ce que l'école leur a pas appris, mais ça à la limite je jette pas la pierre à l'école, hein. Mais il y a toute une réflexion aussi à avoir qu'on a déjà testé sur l'intelligence émotionnelle, sur le fait de se comprendre soi, de comprendre donc les autres, donc d'avoir une meilleure communication, qui est un peu la base d'une société et d'une entreprise. Donc ça serait intéressant d'avoir un parcours comme ça, où les étudiants montent des projets et qui à la fin, ça les aide à mieux s'orienter pour partir à la fac, dans des cursus supérieurs, etc. Et là, je pense que tout le monde serait content parce qu'il y aura un engagement supplémentaire quand tu t'inscris, te dire je sais pourquoi je vais en com, pourquoi je vais dans un service mécanique ou technique, parce que je sais que c'est ça que je veux faire. Et pas juste parce qu'on m'a demandé de répondre correctement à une question auquel j'ai pas le vécu. Oui, c'est pour des partenariats du coup avec des entreprises, ça pourrait être des projets de développement. Territoire, voilà, il y en a besoin de ça sur le territoire. Il y a des entreprises qui ont besoin de poser des questions sur tel et tel projet. Enfin, il y a des partenariats, en effet, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouvais ça chouette de se dire que c'est lié au territoire, lié aux entreprises. Enfin, plus ça a de la cohérence, plus tous les acteurs ont envie de le faire. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. C'est un super projet, il y en a, j'ai déjà connu des personnes qui le faisaient, qui avaient envie d'abord travailler ou d'abord découvrir un secteur qui leur plaisait avant de faire des études dedans. Et c'est une démarche qu'on ne met pas trop en avant, parce qu'aujourd'hui, quand on est au lycée, on a plutôt cette envie d'aller faire des études. Et de plus en plus, il y a de la césure qui se met en place après quelques années. Mais c'est intéressant de militer, on va dire, de mettre en avant cette expérience qui est cruciale en fait pour après, et qui te fait... Tu as l'impression... Je pense que certaines personnes vont avoir l'impression de perdre du temps, mais en fait, tu as l'impression... tu gagnes du temps en finalité, parce que derrière, tu vas faire des études qui vont être intéressantes, adaptées, et tu vas être aussi... Tu vas comprendre la finalité, par exemple, quand tu as un cours d'économie, tu verras la finalité, ou tu as déjà vu la finalité avant. C'est ça, ça a du sens. Ça a du sens, exactement, beaucoup plus de sens, ouais. Donc, intéressant. Donc, j'imagine que c'est que tu es à l'idée, mais ça pourrait être un projet tout à fait. À développer. Ok, très bien. Merci en tout cas de nous parler. Avec plaisir. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi, faut, finalement, c'est quand on parle à tout le monde, c'est là où tu as les retours. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler finalement. Ah oui, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu, ça existe encore, mais si quelqu'un vous dit « j'ose pas en parler parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée », ceci n'existe pas. Oui, c'est une peur légitime, je pense, mais il faut casser ce truc-là, qu'on ne sait plus on va en parler, plus le projet va exister. Ouais, totalement. Et ça vient très souvent, ce genre de crainte. Ouais, de crainte, de retour, alors qu'au contraire. C'est l'échange qui te fait enrichir le projet, et puis le fait de chaque personne fera le projet d'une manière différente. Et si quelqu'un fait la même chose que toi, vous ferez peut-être que vous ferez la même chose après. Tout à fait. Ensemble. Tout à fait. Mais souvent la manière de voir les choses de chaque personne est très différente. Très différente. Et en plus avec l'expérience que tu as, évidemment. C'est ça. Tu vas le faire vivre différemment. Exactement.
Et parfois, je pense qu'il y a même des personnes qui veulent lancer le même projet, mais qui, en fonction de l'expérience, vont prendre une direction qui est finalement pas la même. Et il y a un projet qui a peut-être Ça, plus marché c'est clair, ouais. l'un que l'autre. Exactement. C'est ce que j'observais. Et ça revient un peu à ce qu'on disait, mais finalement qu'on est un peu perdu dans notre apprentissage continu. Finalement, en fait, la meilleure solution, c'est tester quelque chose et voir où ça nous mène. C'est ça. C'est ça. La pire situation de toutes, finalement, c'est de se retrouver bloqué. C'est de se dire, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas quoi faire. Et si on se retrouve là-dedans, il faut commencer à aller à se renseigner, à rencontrer des personnes, à lire des articles, à regarder des vidéos, à se dire, tiens, il y a ce sujet-là, je comprends pas trop ce que c'est. Et ça aussi, c'est une bonne astuce d'apprentissage, c'est de reconnaître que ça, je sais pas ça. Et j'ai envie de savoir. Et à tous les âges, parce que plus on grandit, plus souvent on n'ose pas dire « mais ça je comprends pas en fait ». Et d'arriver à admettre, de se dire « ça je comprends pas » et d'aller chercher la compréhension, ça permet à chaque fois de pousser un peu les limites et après de trouver, de dire « ah, ok, ça m'intéresse, là j'ai envie d'essayer ». Parce que aussi, il y a un moment, c'est en essayant qu'on va avoir. Et quand tu parlais d'échecs aussi, on peut se dire « j'ai essayé, ça me donnait envie. Bon, finalement, c'est pas ça qui me plaît, je préfère ce truc-là ». Mais au final, c'est pour ça que j'aime pas le terme échec, parce qu'échec, t'as l'impression que t'es revenu à zéro. Alors que le fait d'avoir essayé et de se dire finalement c'était A ou B, c'était plutôt A, parce que bon, B, c'est pas ça, on a quand même avancé. Et ça, je suis d'accord avec toi que c'est pas évident d'arriver à transmettre ce principe que. Il y a un jour quelqu'un qui m'avait dit, mais tu sais, un chercheur scientifique, il fait que ça. Hein. Il a un projet, il se dit, on teste, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et peut-être qu'au bout de 10 ans, il fait, ah, c'est bon. Et pour ça, il faut être toujours en recherche. Il faut être toujours en recherche de quelque chose, et ça va prendre du temps, et c'est du travail, mais c'est un chouette travail. Et en effet, ce qui va être le pire, c'est de rester sur sa chaise et de se dire, là, je ne sens pas, je sais pas, ça peut durer un temps. Mais si ça dure trop longtemps, là, il faut se lancer. Ah, évidemment, et puis je parlais d'échecs tout à l'heure, mais finalement t'as pas vraiment d'échecs, c'est toujours de l'apprentissage continu. Mais tu prends un chemin, c'est pas le bon, tu bifurques, et finalement tu continues toujours d'avancer parce que tu expérimentes toujours. Bon, sauf si éventuellement tu fais 2 fois la même erreur, là tu expérimentes peut-être moins la deuxième, et encore, parfois il y a des projets où tu as besoin de le faire 2-3 fois pour vraiment comprendre, et mettre en place la 4e fois peut-être les bonnes actions qui feront que ça marchera. Exactement. Et tous les entrepreneurs ont fait ça, donc on en a tous besoin. Ouais, clairement, je pense, ouais. Donc finalement, le conseil que tu donnerais à un étudiant aujourd'hui, c'est ça, ce serait... je vais reprendre, alors c'était pas moi, c'était le patron de KissKissBankBank, mais c'était il y a 10 ou 15 ans qui avait dit ça. Dans une interview, je trouvais ça brillant, il avait dit il faut beaucoup travailler, et pour beaucoup travailler, il faut faire un truc qu'on aime. Et pour faire un truc qu'on aime, il faut être curieux. Et je reprends sa phrase, j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'était très juste. Donc il y a un moment, en effet, il va falloir trouver sur quoi on a envie d'aller, on a envie de tester un truc, il faut avoir envie, et pour ça, il faut être curieux. Et après, le reste, ça va aller tout seul. Et c'est un beau conseil, qui donne envie de le mettre en pratique. Et quel serait aujourd'hui le meilleur moyen de professionnaliser un étudiant en école ou en études par quel biais en fait finalement tu pourrais, par exemple les actions qu'on pourrait mettre en place dans une école pour lui permettre de se professionnaliser ou de gagner plus de compétences pour aller vers l'entreprise. Le plus tôt possible, voire comme je te disais le premier jour, de lancer dans des projets très concrets liés au monde de l'entreprise. Ce que j'avais fait pour moi était le plus professionnalisant, c'est-à-dire que tu crois à ne rien savoir et tout de suite il y a une entreprise qui a besoin de toi et tu dois lui sortir une étude, alors c'est dans 6 mois, mais donc comment tu t'organises ? Donc tu es déjà dans un stress positif de se dire attendez, là comment je vais m'organiser, etc. Et d'avoir cet accompagnement après qui va avoir une pédagogie progressive et qui va permettre justement aux étudiants d'essayer. Et je garde aussi cette anecdote-là où
Au bout de 6 mois, donc il y a une présentation des étudiants devant l'entreprise sur une étude de marché qu'ils avaient fait. Et l'entreprise qui fait, je leur dis alors vous êtes contents? Et puis l'entreprise qui fait ouais, sympa, oui, bah merci. Je fais, vous savez qu'il y a 6 mois, ils passaient leur bac. Pardon. Très très bien. Et donc très rapidement, on peut acquérir des compétences assez extraordinaires. C'est comme quand j'accompagne des équipes ou des entreprises dans un hackathon. C'est fou en une journée ou en 2 jours comment des cerveaux peuvent produire quelque chose de concret et de réel et faire émerger, enfin en très peu de temps parce qu'ils ont été focus. Donc je pense qu'il faut développer un maximum de projets concrets, pas des projets théoriques, des projets concrets qui ont une vraie application dans le monde du travail avec des vrais acteurs et ça permet réellement de se confronter à quelque chose de stimulant et de prendre confiance en soi. Parce qu'on a besoin de tous prendre confiance en nous et ça va passer par des expériences et lequel on a dû un peu se dépasser et c'est en se dépassant qu'on s'accomplit. Donc voilà, plutôt possible, on met des projets concrets, mieux c'est mieux pour les étudiants. Ouais, le fait d'avoir des responsabilités aussi, ça va permettre d'aller s'impliquer plus et du coup de gagner plus facilement, plus rapidement des compétences. Exactement. Mais c'est vrai, par exemple, moi je sais que quand j'étais à l'école, c'est justement sur ce cursus, le fait d'avoir une personne qui était centrée sur la relation entreprise et avec qui on pouvait faire des projets avec des entreprises, qui m'a donné goût finalement à ce que je fais aujourd'hui, que ce soit l'entrepreneuriat. Et alors que à l'origine, j'allais pas forcément aller vers cette démarche-là, vers ce monde-là. Mais le fait de l'avoir découvert en école m'a donné envie de le faire. Donc c'est intéressant de pas forcément laisser de donner accès à tout le monde à ces projets-là et pas forcément laisser accès à qu'un pool d'étudiants qui iraient vers cette démarche de projets avec des entreprises. Donc c'est parce que il y a pas mal d'écoles qui, fut un temps, proposaient plutôt, par exemple, des juniors entreprises, où il y avait vraiment des personnes qui étaient dans la partie entrepreneuriale, dans la partie relations entreprises, et les autres finalement qui, parce qu'ils n'étaient pas forcément intéressés à ce moment-là, passaient à côté de quelque chose, mais c'est aussi, parfois il y a des étudiants qui ne connaissent pas forcément, donc ils ne savent pas que ça va les intéresser, et qui n'ont pas forcément les informations. Alors, le fait de donner accès à ces infos à tout le monde, ça peut aussi permettre d'avoir des belles vocations derrière. En plus, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, actuellement, je sais que j'aide des associations pour une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ECAM. Et le fait d'avoir une vision, ce que tu dis pour la jeune entreprise, en effet, c'est d'avoir le même rapport en fait, de structuration de projet pour tout, que ce soit un bureau artistique, humanitaire, et parce que tout est projet. Tout est projet, tout est une date, tout est qui fait quoi, c'est quoi les décisions qu'on prend, est-ce que ça a marché, pas marché, est-ce qu'on a des objectifs et on a tous besoin de ça. Et donc c'est intéressant parce que ça s'applique, et là je discutais avec une entreprise, au sein de l'entreprise, de développer l'esprit gestion de projet. Et en fait, tout est projet. Que ce soit individuel, en groupe, en organisation, on a tous besoin de se mettre dans cette logique d'expérimenter, mais pour expérimenter, faut savoir où aller, donc il faut se poser des questions et tester, et se dire non, finalement c'était pas ça, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'avancer, etc. Et ouais, c'est essentiel. Et en effet, je pense qu'il y a une logique de professionnaliser ça plus, en tout cas dans les écoles, à tous les stades. Ouais, clairement, parce que ce que tu as fait du coup dans les écoles, et ce que tu fais aujourd'hui, du coup, d'après ce que je comprends, parce que donc aujourd'hui tu accompagnes des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, tout type de personnes sur que ce soit sur la partie entrepreneuriale, la partie coach, la partie commerciale, et tu accompagnes aussi du coup des structures sur toujours cet accompagnement étudiant. Oui, sur la partie étudiante, et puis en fait à chaque fois on revient sur la même chose, c'est que c'est de la gestion de projet, c'est de l'entrepreneuriat. Après, les termes peuvent varier, parce que c'est autant pour une équipe interne d'une entreprise que au niveau étudiant. Est-ce que ils ont un projet à mener, donc comment ils vont arriver de A à Z, ou alors de leur donner des outils, parce que justement, dans le cadre de leur école, ils ont un projet à monter, donc ils ont besoin de savoir comment s'organiser, donc on va être plutôt sur la méthodologie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je retrouve là
des actions qui m'ont toujours plu, de pouvoir transmettre justement qu'est-ce qui va faire qu'on se met en action et et à la fin, voilà, on a de la satisfaction pour avoir concrétisé. Après, voilà, il y a des choses qui n'ont pas toujours marché, mais la fois d'après, ça permettra de s'améliorer, quoi. Donc c'est voilà, l'apprentissage le plus important, le faire. Ce qui passionne, du coup, j'imagine, dans ton métier aujourd'hui, C'est ça. c'est de transmettre cette partie. Oui, en effet, que ce soit pour les entrepreneurs sur l'aspect développement commercial, souvent c'est ça, hein, c'est de se mettre dedans, de rester focus et de se dire j'ai un objectif, alors, bon, en plus il est commercial, et de rester justement dans cette logique de test, et ça marche pas, je m'améliore, je renverse, comment je renverse aussi les approches, quand on parlait d'être plutôt consultatif que plutôt de vendre, etc. Enfin, il y a après plein d'outils à mettre en place. Ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'écoles spécialisées sur les projets, oui, mais sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à entreprendre ou on doit plutôt passer par le faire pour apprendre? Le fait qu'il y ait des écoles sur l'entrepreneuriat, après c'est comme tout, ça dépend qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui est architecturé dans l'école, mais clairement, si c'est pour derrière amener les étudiants à se découvrir, à savoir de quoi ils sont capables, de comment on mène un projet de A à Z et potentiellement de se dire que dans l'entrepreneuriat, il y a une organisation qui va aller sur comment c'est quoi une levée de fonds, c'est quoi des investisseurs, c'est quoi un scale-up, parce qu'il faut passer de telle étape à telle étape, et ça va être quoi les moyens pour mettre ça en place, parce qu'il y a quand même toute une nomenclature à suivre pour être performant, même si il y a plein d'aventures très différentes. Mais aussi, une école d'entrepreneuriat, ça peut être très, très positif, mais comme tout, faut que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas juste de laisser les étudiants faire par eux-mêmes, c'est pas juste de leur expliquer comment ça marche techniquement, par exemple une levée de fonds. Ce qui va être important, c'est l'association de tout ça et que eux soient au centre de. Je connais pas exactement le fonctionnement, mais pour moi, s'ils se lancent dans des études d'entrepreneuriat, alors là, c'est dès le premier jour qu'il faut réfléchir à un projet à mettre en place, à tester par eux-mêmes. Ça, c'est le Graal absolu, et encore plus en entrepreneuriat. Ouais, que clairement, la finalité aussi à avoir dans ce genre de parcours, c'est de mettre en place un projet. C'est ça. Et on voit de plus en plus de ce genre de structures ou pas des incubateurs, mais des structures qui accompagnent sur vraiment de passer de l'idée à l'action, à la mise en place du projet. Donc vraiment partir de l'idée, quoi. Exactement. Dernier point. J'ai deux questions avant de se quitter. Si tu as un conseil à donner sur l'apprentissage par l'expérience, comment tu peux facilement apprendre par l'expérience, ou quelles sont les choses à mettre en place? Alors, à mon sens, il va y avoir trois aspects. C'est pour apprendre par expérience. Donc, bon, déjà, il faut définir, comme je disais, quelque chose qui nous motive, qui nous fait envie. Si on a le choix, en tout cas, par rapport à ça. Et ensuite, ça va être d'avoir des outils pour avoir un tableau de bord, pour savoir un peu comment ça se passe. Il va falloir avoir un peu de méthodologie quand même, parce que il y a des gens qui ont déjà essayé, et donc qui savent déjà ce qui marche mieux. Enfin, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Et ensuite, c'est de l'accompagnement. En effet, c'est d'avoir de manière régulière des points de suivi pour se dire, ok, avec le fameux, on se voit aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous avez fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu? C'est quoi la situation, les problèmes? Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Et le fait de faire ça toutes les semaines ou tous les 15 jours, je dirais toutes les semaines, ça crée une hygiène. En fait, on est toujours OK, on sait, OK, on avait dit ça, on en est là, qu'est-ce qu'on a prévu après? OK, on est dedans, on n'est pas dedans, c'est comme une boussole. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai même vu quand je suivais des étudiants en stage, où ça se passait pas forcément bien, et tu te dis, mais vous avez un rituel avec le maître de stage? Vous vous voyez toutes les semaines? Ou tu lui fais un point? Ou il t'a demandé un point? Non. Et c'est quoi l'objectif du stage? Il n'y en a pas. Pas à part si c'était commercial, mais très souvent, c'est pas écrit. Je fais, mais comment à la fin vous allez savoir si c'est OK, pas OK?
Est-ce que c'était facile, pas facile? Est-ce que finalement, en effet, t'es passé à côté? Ou alors c'est parce que le maître de stage ou la maîtresse de stage t'a donné une mission qui n'était pas adaptée? Enfin, si t'as pas d'objectif et que t'as pas d'éléments de suivi, en fait, tu peux pas apprendre. Autrement, c'est comme je te disais, on laisse les jeunes faire et puis on verra, et tout le monde est plus ou moins content. Donc si on veut augmenter en impact et en performance, on a besoin de ça. Et l'apprentissage par l'expérience, c'est ça, c'est faire dans un cadre qui va stimuler la compréhension et l'apprentissage. Et dernière question, si tu as une citation, un ADN, un mantra qui pour toi qui te suit, s'il y a quelque chose qui te vient en tête là tout de suite. Il faut dire un truc intelligent là. C'est le moment. Et ben alors attends, je vais surtout essayer, parce qu'il y en a une récemment qui m'a beaucoup plu justement c'est alors la vie porte plus d'imagination que nos rêves. Dans l'idée que, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans une vision positive du monde qu'on ne connaît pas, la vie est surprenante de manière positive, mais de dingue. Et toute personne qui te parle de ce qu'ils ont fait, des projets, dit « Ah, tu te rends compte, il s'est passé ça, j'aurais jamais pensé » ou « Ah, le hasard de dingue, j'ai fait ça, il y a ça qui s'est passé ». Mais c'est que des gens qui étaient en train de faire. Parce qu'il y a un moment, tu te lances et la vie, tu vas capter des choses. Et c'était tiré du film Christophe Colomb de Ridley Scott. Je sais pas si c'est vraiment Christophe Colomb qui a dit ça, parce que tu sais, des phrases qu'on colle à Confucius, à Churchill, il y en a un paquet aux grands hommes. Mais c'était embelli, ouais. Ouais, voilà. Mais en tout cas, la phrase demeure juste et belle, et je trouve extrêmement enthousiasmante, et de se dire que, voilà, que la vie porte plus d'imagination que nos rêves. Tu imagines plein de trucs, mais la vie, elle est beaucoup plus dingue que ce que tu peux croire. Ça donne envie et ça laisse l'imagination du coup pour le reste. C'est ça. Très bien, en résumé, par rapport à ton parcours, par rapport à notre échange, on a parlé de formation, on a parlé d'éducation évidemment, d'entrepreneuriat, d'apprentissage par l'expérience et comment le mettre en application dans les écoles, auprès des étudiants et puis aujourd'hui même auprès de tout le monde, voilà, comment finalement on apprend par l'expérience tous les tips que tu as eu, ou du moins que tu as eu tout au long de ton expérience. Exactement. Et du coup, merci pour cet échange, pour ce partage. Merci Martin. C'était super. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.